En ce temps-là, jadis, en l'an de grâce 1210, l'université d'Orléans fut créée par le pape Clément. Ici, à Aurelianis. L'enseignement dispensé était le droit romain et le droit canonique. L'université sera fréquentée par d'illustres personnages: Molière, Charles Perrault, Rabelais, La Bruyère. Orléans s'affirme alors comme le premier foyer de l'art dictaminus, l'art d'écrire des lettres et de rédiger les documents officiels. Certains cours étaient donnés dans le couvent des Jacobins. C'est aujourd'hui un jardin, derrière l'hôtel Grolot, où quelques vestiges ayant échappé à la disparition des démolitions témoignent de l'histoire de notre cité. Et l'histoire de notre université se serait évaporée sans la vigilance attentive de deux éminents historiens-chercheurs. Historiens que nous avons rencontrés rue Antoine Petit, au siège de la Société d'agriculture. Belles les lettres, sciences et arts. Bonjour, je suis Vincent moi-même, membre de cette auguste académie. C'est à partir des travaux de mon assistante, mademoiselle Fortuné ma sœur, réputée grande faiseuse d'histoire, à l'image du chirurgien Leblanc, peint par le noir et restauré par le brun, que je vais vous narrer les faits, méfaits et autres calembredaines de l'étudiant le plus facétieux de l'époque, j'ai nommé le sieur Tristan du Monsac. C'est parce que Tristan de Monsac avait pris à partie la bande des Pastoureaux, une bande de pillards, débauchés, violeurs, rassemblés par maître Jacques Moine de l'ordre de Cîteaux, que ces derniers, au cours de l'émeute qui s'ensuivit, massacrèrent une centaine d'escoliers et clercs d'église. Tristan n'eut la vie sauve que parce qu'il trouva refuge au domicile de son ami Éloi, dans une maison de la rue qui porte le nom de celui qui fut canonisé après avoir osé remettre à l'endroit la culotte que le bon roi Dagobert portait à l'envers. Aujourd'hui encore, rue Saint-Éloi, on se moque du roi. C'est à la cathédrale Sainte-Croix que Tristan venait prier pour qu'on ne découvrât point ses origines. Son village, Monsac, du côté de Figeac en bas Périgord, relevait d'un grand-duché, dont le titre avait été attribué par plusieurs monarchies européennes. Tristan n'était autre que le très officiel duc de Monsac. Étudiant frondeur, il se plaisait à dissimuler sa véritable identité sous des patronymes et autres noms d'artistes, comme celui du barde Lascar d'Antony. Qui, inspiré par cette magistrale advertance, publia ce poème d'anthologie. Je pensais qu'il valait mieux rechercher un autre lieu pour sortir mon chien le soir à l'abri de vos regards. Et j'entends pisser mon chien, et j'entends pisser mon chien. Que c'est triste, un chien qui pisse dans le noir. Les armoiries du duc Tristan de Monsac figurent toujours en effigie sur l'une des façades de sa demeure, à l'angle de la rue Saint-Étienne et Robert de Courtenay. Il n'y avait pas de lieu fixe pour les cours. L'enseignement était alors donné
au domicile des maîtres et autres clercs d'église. En musardant, dans les rues du quartier latin, on peut encore découvrir aujourd'hui quelques bâtisses qui portaient le titre officiel de l'université, Universitas Magistrorum et Scholarium. Les écoliers se devaient de brocarder les bourgeois et supplicier les enseignants. Ainsi, Pantagruel stigmatisait dans une libelle les ignorantus qui ne professaient que sottes et déraisonnables raisons et ineptes opinions. Ou encore, ce docteur ex-axiome et pensée philosophique, Pierre Dac, qui affirmait que ceux qui n'en savent rien en savent au moins autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. Les Dufermoir, roturiers issus du ruisseau, tenaient boutique place du Châtelet. Leur fille unique, Iseult, une jeunette effrontée à la beauté époustouflante, dépitée de n'avoir pas le droit de s'inscrire en université, n'en fréquentait pas moins assidûment le milieu estudiantin dans les gargotes et autres estaminets de son quartier. Elle devint très vite l'égérie des étudiants et la muse de Tristan. La gueuse savait y faire. Son charme, sa beauté, sa voix, attention liseux, en firent une finaliste du télécrochet organisé par la Nouvelle Star. Dès lors, ses soirées furent surtout occupées à chanter dans les auberges de bas étage, cabarets et autres lieux de perdition qui avoisinaient le port. Son répertoire était exclusivement composé des textes de son amoureux Tristan. Dans le port d'Orléans, il y a des guépins qui glandent et chapardent les prébandes dans les rues d'Orléans. Dans le port d'Orléans, il y a des gredins qui vendent de bien curieuses offrandes dans les rues d'Orléans. Dans le port d'Orléans, il y a des coquins qui bandent, reluquant les chalandes, dans les rues d'Orléans. Évidemment, cela faisait désordre, et les honnêtes gens s'excédaient de ces débordements. François de Baratin, curé de la paroisse Saint-Pierre-le-Puellier, nous relate l'incident qui exaspéra Orléans et ses puritains. Une pasquinade composée par Tristan, qu'Iseult, sa complice, beuglait tous les soirs dans les rues du quartier. Avec ses petits sabots, la rombière du quartier des Sept Dormants, avec son vieux paletot, sa guêpière et son long jupon, Mademoiselle Sainte-Nitouche qui crie maman quand on la touche, la nuit tombée, dans les estaminets s'en va traîner et s'enivrer. Et quand vers minuit rentrent les notables, elle leur montre ses seins, en chantant. Les guépins sont des petits crétins. Le scandale fut énorme. On ne pardonna point aux libertins, qui réussirent néanmoins à se faire oublier.
le duc Tristan de Montsac soutint enfin sa thèse, des chiens et des guépins, et souhaita que la belle Iseute du Fermoir l'épousât. C'est ainsi que notre Péronnelle devint la très officielle duchesse Iseute du Fermoir de Montsac. Et comme dans les plus beaux contes de fées, ils se marièrent, ils furent heureux, mais ne firent point d'enfants. Heureusement.